L'Antarctique, fin mars. Toutes les espèces nichant sur l'archipel de pointe géologique quittent les lieux pour éviter les rigueurs d'un hiver rude. La formation de la banquise annonce le début de l'hiver. Curieusement, une autre espèce fait son apparition. Je vous présente Apsénodites forsteri, plus connu sous le nom français de manchot empereur. Encore aujourd'hui, la manière dont ces animaux s'orientent pour atteindre leur colonie est un phénomène mal connu. C'est après des dizaines, voire des centaines de kilomètres de marche sur la banquise qu'il retrouve son site de reproduction. Les mâles pèsent alors 38 kg en moyenne contre 29 pour les femelles. En file indienne, plus ou moins longue, de quelques individus à plusieurs milliers, ils alternent marche bipède et glissade sur le ventre pour se déplacer à 1,5 km/h en moyenne, parfois plus de 24 heures sans s'arrêter. Leur site est abrité au creux d'une baie, entre des îles qui assurent la stabilité de la banquise. Ils apprécient aussi la présence d'icebergs ou de rochers qui forment une protection contre les vents violents. Ils ne sont pas territoriaux, fait unique chez les oiseaux, et ne construisent pas de nid. La parade commence. Depuis la fin des années 70, le département écologie, physiologie et éthologie de Strasbourg s'attache à étudier tous les détails de la vie du manchot empereur, en terre Adélie, près de la base française du Mont d'Urville. En 2005, Michael Beaulieu est l'hivernant chargé de mener à bien le programme d'écophysiologie. Il va suivre, sur le terrain, au jour le jour, les adaptations écophysiologiques et comportementales qui permettent au manchot empereur de survivre et de se reproduire au cœur de l'hiver. Chez cette espèce, la reproduction demande de passer de longues périodes sur la banquise, période synonyme de jeûne, et pouvant atteindre 4 mois consécutifs dans des conditions extrêmes. Afin de comprendre comment l'espèce parvient à assurer sa reproduction tout en minimisant ses dépenses d'énergie, 6 couples ont été suivis pendant plusieurs mois. Donc celui qui tient le manchot, il va essayer de tirer vers le bas les ailerons le plus longtemps possible, de façon à ce que les ailerons restent bien tendus dans le bouton. La mise en œuvre consiste à équiper les couples à suivre d'instruments au début de la parade nuptiale, vers la mi-avril. La température interne, la température externe, la luminosité ventrale et dorsale, ainsi que la profondeur et enfin la position ont été enregistrés à intervalles réguliers de quelques secondes. Les capteurs de température externe ainsi que la balise Argos sont posés à même le plumage, tandis que le capteur de température interne est inséré dans la cavité abdominale de l'animal. Les individus sont ensuite libérés à la périphérie de la colonie. Durant les mois d'hiver, de mai à août, les individus équipés ainsi que les mouvements de la colonie entière sont relevés.
Une dizaine de jours après l'accouplement, fin mai, début juin, la femelle pond un œuf unique de 440 grammes en moyenne. La femelle a alors perdu 22% de son poids, pour ne peser plus que 23 kg en moyenne. L'énergie dépensée pour son œuf, ainsi que les 40 jours de jeûne passés depuis son arrivée, lui impose de regagner la mer pour se nourrir au plus vite, après avoir transmis son œuf au mâle. Fin juin, nous sommes alors en plein hiver. Les mâles, exposés aux plus fortes intempéries que donne l'Antarctique en cette période, 200 km/h de vent par rafale, température de moins 30 degrés, se resserrent les uns contre les autres pour économiser l'énergie nécessaire pour subsister et optimiser la durée du jeûne. Cette formation en tortue leur permet, notamment pour ceux qui sont au centre, de se réchauffer mutuellement. La température critique inférieure pour le manchot empereur, se situant aux alentours de moins 10 degrés, il permute entre l'extérieur, au froid, et l'intérieur, au chaud. C'est grâce à ce comportement thermosocial que cette espèce peut mener à bien son cycle reproducteur et assure sa pérennité. Pendant cette période, de nombreux œufs seront perdus et gèleront en quelques minutes au contact de la banquise. Le laboratoire alsacien a émis l'hypothèse que les manchots empereurs parvenaient à économiser l'énergie nécessaire à leur survie et à leur reproduction en diminuant leur température interne de quelques degrés lorsqu'ils se regroupent en tortue. « 75 jours plus tard, aux alentours de l'éclosion, la femelle revient de sa pêche, en grande forme, pour relayer son partenaire. C'est grâce aux caractéristiques vocales propres de chaque individu que la femelle et le mâle, en chantant, se retrouveront en quelques minutes parmi les 6742 individus que forme la manchotière en 2005. Si la femelle tarde trop à rentrer, le mâle, partagé jusqu'alors entre son propre instinct de survie et son instinct paternel, fera le choix d'abandonner l'œuf ou le jeune poussin pour aller se nourrir. Il ne pèse alors plus que 23 kg, soit 40% de moins qu'à son arrivée il y a 4 mois. Les poussins grandissent et enregistrent les chants uniques de leurs parents. Plus grands et plus forts, ils deviennent indépendants thermiquement et peuvent s'éloigner de la poche incubatrice de leurs parents. Ils se regroupent en crèches, sorte de mini-tortues, afin de lutter contre les premières intempéries. Fin août, début septembre, les couples équipés sont capturés de nouveau durant leur chemin de retour sur la colonie après s'être nourris en mer. Ils sont déséquipés puis relâchés. Les instruments ont révélé entre autres que la température à l'intérieur d'une formation en tortue pouvait atteindre 38 degrés. De plus, l'individu mâle marqué M4
a effectué des plongées jusqu'à 434 mètres de profondeur et s'est éloigné jusqu'à 260 km de la colonie pour se nourrir. Les juvéniles ne pèsent que la moitié du poids des adultes, une quinzaine de kilos. Les jeunes émancipés, au nombre de 2500 en 2005, ce qui est une bonne année pour l'espèce, attendent la fin de leur mue pour partir, car leur plumage n'est pas encore étanche. Ils ne reviendront pour la première fois qu'à l'âge adulte. Le paradoxe de l'empereur vient du fait qu'il se reproduit au cœur de l'hiver antarctique pour permettre à son poussin de s'émanciper au début de l'été, lorsque les ressources de nourriture en mer sont abondantes, plutôt que de se reproduire en été comme les autres espèces. En effet, sa longue période d'incubation et la croissance relativement lente de sa progéniture ne lui permet pas de mener à bien une couvée lors de périodes estivales trop courtes. Fin novembre. Les plaques de banquise, fragilisées par les marées et les premières fontes, dérivent au gré des dernières tempêtes hivernales. C'est la débâcle. La mer libre n'est plus qu'à quelques dizaines de mètres de la colonie. L'empereur n'a pas fini de nous livrer tous ses secrets polaires, et le programme d'écophysiologie se poursuivra l'hiver suivant pour comprendre avec plus de finesse les déplacements des individus les uns par rapport aux autres au sein de la tortue. C'est ainsi que depuis plus de 30 ans, des hivernants se relaient chaque année afin de continuer de percer les mystères de l'Aptenodytes forsteri.